Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Il y a fort à parier que durant votre enfance, vous ayez eu à vous occuper d'un poisson rouge. Vous l'aviez peut-être acheté volontairement, ou bien simplement l'aviez-vous gagné à une foire sur un stand de pêche au canard. Pratique très discutable qui existe malheureusement encore de nos jours. Peut-être même que vous êtes vous-même aujourd'hui parent et avez opté pour ce petit animal peu encombrant en tablant sur le fait que de toute façon sa durée de vie ne serait que de quelques mois. Eh bien, détrompez-vous, car contrairement à la croyance populaire qui fait du poisson rouge un animal ne vivant que quelques mois, il est en réalité capable sans coup férir d'atteindre plusieurs décennies. Sa durée de vie moyenne est estimée à une trentaine d'années dans de bonnes conditions, mais certains spécimens chanceux peuvent allègrement atteindre le demi-siècle. Comment expliquer alors une telle disparité entre les poissons que vous allez avoir chez vous et ceux qui atteignent des âges aussi vénérables? Eh bien, tout réside dans un tout petit détail de ce que j'ai dit, à savoir que dans de bonnes conditions, les poissons rouges peuvent vivre longtemps. Si vos malheureux amis à écailles n'ont pas dépassé quelques mois en votre compagnie, c'est simplement parce que les conditions de vie que vous leur avez imposées n'étaient pas adéquates pour les faire vivre correctement. Pour commencer, il y a fort à parier que vous ayez opté pour une boule pour poisson rouge en guise de maison. Ces récipients, que l'on ne peut même pas à proprement parler qualifier d'aquarium, sont plus une véritable chambre de torture pour la pauvre bête. Pas de cachette pour se mettre à l'abri afin de diminuer le stress, généralement pas de système de filtration pour garder une eau propre, pas d'aération non plus pour compenser la diminution de dioxygène due à la respiration de l'animal, et surtout un volume ridiculement petit de moins de 10 litres. C'est excessivement petit. Imaginez un peu que vous soyez enfermé chez vous. Enfin, non, vous n'avez même pas besoin de l'imaginer, rappelez-vous simplement du début du tout premier confinement lors de la pandémie. Sauf que vous ne pouvez plus sortir, et que vous êtes séquestré non pas dans votre appartement, mais par exemple dans votre salle de bain. Eh bien, là vous commencez enfin à véritablement entrevoir ce que peut ressentir un poisson rouge dans un bocal. Mais au-delà de ces aspects dus au bac et à son volume, il est capital de comprendre et maîtriser un point important qui échappe totalement aux néophytes, la chimie de l'eau. Car il ne vous aura pas échappé que le principe même d'un animal aquatique est de vivre dans l'eau. Et le fait de vivre dans un milieu aqueux, standardisé ou non, nécessite de prendre en compte des phénomènes physiques dont l'existence échappe aux néophytes, comme le choc osmotique, la dureté de l'eau, le pH, l'importance de la température pour un animal à sang froid, et encore d'autres choses que je ne vais pas aborder dans cette vidéo, tant je pourrais y passer des heures entières dessus. Certes, la grande robustesse du poisson rouge et sa grande tolérance en termes de paramètres de l'eau font qu'il n'est pas nécessairement capital de connaître sur le bout des doigts toutes ses propriétés afin de réussir à maintenir en vie plusieurs années votre ami à écailles. Mais les connaître permet néanmoins de les faire vivre beaucoup plus longtemps. Si jamais ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais les aborder dans d'autres vidéos, mais je vais ici me concentrer sur une erreur monstrueuse que font les personnes ne connaissant rien à l'entretien d'un aquarium. Cette méconnaissance qui peut faire la différence entre la survie et la mort de votre poisson concerne la mise en eau de son bac. Vous n'êtes pas sans le savoir que si tout se passe bien, la potabilité de l'eau de votre robinet est assurée par un système de filtration afin d'assainir l'eau puisée dans les différentes rivières ou fleuves, mais également par un traitement chimique permettant de tuer les micro-organismes présents dans l'eau, dont le chlore est un élément important. Vous commencez donc par remplir votre aquarium avec une eau quasiment stérile. Vous y ajoutez peut-être un peu de décoration, du sable ou des cailloux pour égayer un peu le tout, puis votre poisson. Tout ça va apporter des bactéries qui, dès que le chlore se sera évaporé en 1 à 2 jours, seront parfaitement à l'aise pour se multiplier. Bien sûr, j'ai oublié de préciser que le chlore est un composé agressif pour les yeux, la peau ainsi que les branchies de votre petit pois-pois. Donc, entre le stress du transport, du nouvel environnement, le chlore qui agresse son corps et le choc osmotique, son petit corps est soumis à des niveaux de stress extrêmement élevés en très peu de temps. Mais bon, passons parce que le pire est encore à venir. Les premiers jours, tout semble se passer pour le mieux. Le pois-pois s'habitue à son nouvel environnement, tourne en rond en se faisant chier comme un rat mort, mais il a l'air d'avoir grosso modo la forme. Entre la fin de la première semaine et le début de la deuxième, les choses sérieuses vont enfin commencer. Si vous prêtez attention à votre eau, vous pourrez voir qu'elle commence à devenir légèrement trouble, votre ami n'a plus les nageoires aussi frétillantes et vient de temps en temps à la surface pour happer un peu d'air, comme s'il avait du mal à respirer. Le temps avançant, l'eau devient de plus en plus trouble, et votre ami à écailles vient de plus en plus souvent à la surface aspirer un grand bol d'air avec son eau. Le poisson ne bouge quasiment plus, passant son temps à la surface à piper l'air, et l'eau est maintenant clairement devenue laiteuse.
Si l'animal est suffisamment résistant, il survivra à cette 3e semaine, et subitement au cours de la semaine suivante, vous verrez l'eau retrouver sa transparence et votre animal reprendre petit à petit un comportement normal. S'il n'est pas en grande forme, en revanche, il y a fort à parier que sa survie lors de cette 3e semaine ne sera pas garantie. Mais concrètement, que se passe-t-il pendant ces 3 semaines fatidiques ? Eh bien, en se multipliant, les quelques bactéries présentes dans l'aquarium vont recréer un semblant d'écosystème dans votre bac. Les déchets de votre poisson, les restes de nourriture, tout ça va les mettre en appétit, et les bactéries vont donc se mettre à digérer tout ça et relâcher de l'ammoniac, NH3. Ouais, le même ammoniac qui est utilisé pour faire le ménage, mais bon, c'est pas dans les mêmes concentrations, heureusement, mais quand même. Ce dernier, au contact de l'eau, va se transformer en ammonium, NH4+. La présence de cette molécule va servir de nourriture à une population de bactéries qui va alors, dès la 2e semaine après la mise en eau du bac, trouver dans cette manne providentielle de quoi se multiplier. Ces bactéries du genre Nitrosomonas digèrent l'ammonium en rejetant au passage des nitrites, NO2-. Bien entendu, cette transformation chimique consomme beaucoup de dioxygène, raison pour laquelle votre poisson commence à avoir du mal à respirer, et raison également pour laquelle l'eau commence à devenir laiteuse. Et parce que les choses peuvent toujours être pires, les nitrites sont à la fois nocifs en très faible concentration pour les poissons, mais vont également ralentir la coagulation du sang, tandis que leur métabolisation va entraîner des modifications brusques de la pression sanguine du pauvre animal. Cependant, notre cycle de l'azote n'est pas encore tout à fait fini, car avec l'augmentation de la concentration des nitrites, une nouvelle population bactérienne va alors se mettre à croître lors de la 3e semaine. Ces dernières, les nitrobactères, vont consommer les nitrites pour les transformer en nitrates, NO3-. Ça peut sembler anodin, mais l'ajout d'un simple atome d'oxygène va radicalement changer les propriétés de la molécule. Pour commencer, les nitrates sont très facilement absorbables par les plantes, servant d'engrais à ces dernières qui ont toujours du mal à fixer l'azote. Sa toxicité est également bien moindre pour les animaux, et seules des concentrations très élevées peuvent réellement poser des problèmes de santé, concentrations que l'on ne rencontre normalement que dans des bacs très négligés. Mais le petit atome d'oxygène rend également la molécule très réactive. Ce n'est pas pour rien que les nitrates, également appelés salpêtres par le passé, rentraient dans la composition des poudres à canon et sont utilisés encore aujourd'hui pour fabriquer des bombes artisanales. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Cette réactivité des nitrates va avoir pour effet d'irriter les branchies, pouvant provoquer localement de micro-saignements. Or, si vous vous rappelez, il y a toujours dans l'eau une importante concentration de nitrites qui ralentissent la coagulation sanguine, entraînant irrémédiablement une perte de sang importante pour votre pauvre animal, qui va encore plus fragiliser son organisme déjà mis à très rude épreuve. Au final, ce sont toutes ces transformations chimiques qui mettent en place le cycle de l'azote dans le bac, et qui adviennent après la mise en eau du bac, lors du développement de la flore bactérienne de votre aquarium, qui vont gravement impacter l'état de santé de votre animal et amener à des taux de mortalité importants à environ 3 à 4 semaines après que ce dernier ait été placé dans sa boule nouvellement remplie. Si par miracle, son état de santé et sa robustesse lui permettent de survivre à l'effroyable danger que représente la 3e semaine d'un aquarium, les populations bactériennes vont alors atteindre leur taille d'équilibre et les concentrations de tous ces produits vont alors subitement diminuer, et l'animal pourra petit à petit s'en remettre pour reprendre un comportement normal. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un aquarium nouvellement rempli n'est absolument pas apte à accueillir le moindre animal, sous peine de voir ces derniers passer de vie à trépas dans le mois suivant la mise en eau du bac. Cela est dû à la multiplication effrénée des bactéries, qui vont transformer l'eau quasi stérile du robinet en un petit paradis pour être unicellulaire, s'établissant dans le substrat ainsi que dans la mousse de filtration du filtre, s'il y en a un. Si vous souhaitez faire en sorte que votre ami à écailles ne subisse pas une effroyable torture l'amenant à une agonie de plusieurs semaines, il est donc indispensable de respecter le temps nécessaire à cette flore bactérienne, responsable du cycle de l'azote, de se mettre en place, et donc d'attendre 3 à 4 semaines avant d'introduire les poissons dans leur nouvel environnement. Bien entendu, si vous voulez le bien de votre animal, ne les laissez pas toute la journée tourner en rond dans une boule comme un lion en cage, et investissez peut-être un peu plus d'argent dans un aquarium plus grand, au minimum entre 20 et 50 litres. Alors certes, ça fait un petit peu plus d'argent, encore que il est possible de trouver des aquariums d'occasion à pas cher en ligne, mais n'oubliez pas que vous êtes responsable d'un être sensible, capable tout comme vous de ressentir des émotions, et qu'il est donc de votre devoir de lui fournir des conditions de vie qui soient au minimum correctes. Et vous verrez également qu'un bac plus volumineux ne signifie pas forcément un temps d'entretien beaucoup plus important.
Cela dit, si ces conseils sont un bon début, il y a encore de nombreuses choses à apprendre sur l'entretien d'un aquarium et sur comment s'occuper des animaux aquatiques, avec des choses plus ou moins complexes ou contraignantes, afin de s'assurer que vos compagnons soient à vos côtés pendant plusieurs années, voire pourquoi pas pendant plusieurs décennies. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne parlerai pas de ça ici. Si vous le souhaitez, je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet. Si vous souhaitez maximiser les chances de survie de votre animal, vous pouvez acheter des kits de test vous permettant de connaître les concentrations de nitrate et de nitrite afin de savoir si le pic est passé et si vous pouvez enfin introduire votre animal en toute sécurité. Bien entendu, même si vous avez un bac beaucoup plus grand, il faudra quand même penser au changement d'eau, car même si les nitrates sont consommés par les plantes, il y a peu de chances que vous ayez un aquarium suffisamment grand et suffisamment planté pour que ces dernières puissent consommer tous les déchets produits par l'aquarium. Mais attention justement aux changements d'eau, qui ne doivent jamais être excessifs. Idéalement, pas plus d'un tiers du volume du bac, et dans le pire des cas, on peut pousser jusqu'à la moitié, car si les changements sont trop conséquents, l'apport de chlore va décimer la flore bactérienne, qui va alors redémarrer à quasi zéro sa population, comme si le bac venait d'être mis en eau. Attention également à ne jamais essayer de laver le sol, qui contient une part importante de cette population bactérienne, et faire également attention aux mousses de votre filtre, qui ne doivent pas être lavées à grande eau avec du savon ou des produits chimiques, mais simplement pressées pour conserver un maximum de bactéries à l'intérieur. Et vraiment, pensez à investir un petit peu d'argent dans un filtre, car non seulement il permet de garder une eau propre, mais les remous de l'eau qu'il génère permettent également de maintenir un taux d'oxygène assez important pour les animaux dans votre bac. Et bien entendu, pour les animaux comme pour les enfants, si jamais on veut en avoir, on se renseigne avant, et on n'attend pas d'être au pied du mur pour faire ce qu'on peut en se disant que, avec un peu de chance, ça va passer. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant l'origine de la précoce mortalité des poissons rouges dans votre bocal. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.